Bienvenue à ce cours en ligne sur le soin et le traitement du VIH chez les adolescents. Ce module contient de l'audio. Veuillez ajuster les paramètres de vos enceintes si nécessaire. Vous pouvez activer la présentation audio en cliquant sur l'icône audio située dans le coin inférieur gauche ou inférieur droit de chaque diapositive. Pour passer d'une diapositive à la suivante, cliquez sur la flèche de droite si vous êtes en mode diaporama. Vous pouvez également utiliser la fonction de réduction de page ou simplement ouvrir la diapositive recherchée. Cliquez sur la flèche de droite pour obtenir une description du cours en ligne et commencer le module. Ce module est destiné aux prestataires de soins pour les adolescents vivant avec le VIH dans des environnements aux ressources limitées. Cela inclut les cliniciens, les infirmières, les sages-femmes et les pharmaciens. Il vise à améliorer la capacité des participants à fournir aux adolescents vivant avec le VIH des soins fondés sur des données factuelles, appropriées, de qualité et accessibles à tous. Ce module résume les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sur les soins et le traitement des adolescents vivant avec le VIH. Après avoir terminé ce module, vous pourrez comprendre les modes de transmission du VIH chez les adolescents, décrire ce que l'on entend par service de santé adapté aux adolescents, comprendre quand et comment initier et suivre attentivement un traitement antirétroviral chez l'adolescent, comprendre les principes spécifiques à la transition des soins pédiatriques aux soins d'adolescents, décrire les soins spécifiques des adolescents appartenant aux populations clés et comprendre les recommandations de l'OMS pour la prévention du cancer du col utérin chez les adolescentes. L'adolescence est marquée par des changements rapides autant sur les plans développementaux, émotionnels que sociaux. Quels sont certains des défis reconnus par les professionnels de santé en matière de prise en charge des patients adolescents atteints du VIH? Ils présentent des risques plus élevés de rupture de suivi des soins et manifestent généralement une observance sous-optimale de leur traitement contre le VIH, ce qui augmente les taux d'échec du traitement. La prise en charge globale des adolescents requiert l'instauration d'exigences particulières, incluant un soutien psychosocial ainsi qu'un éventail plus large de services portant sur leur santé sexuelle et reproductive. Cependant, l'accès à ces services offrant traitement, soins et soutien, ainsi que leur observance peuvent être entravés par des obstacles importants, souvent liés à des politiques publiques et juridiques régulant l'âge de consentement. Les adolescents peuvent contracter l'infection par le VIH de deux manières. La première est la transmission verticale, lorsque le VIH est contracté de manière périnatale par le biais d'une transmission de la mère à l'enfant. Les survivants à long terme de l'infection verticale incluent les adolescents vivant avec le VIH. La seconde est par transmission horizontale. Cela peut se produire de deux manières: transmission sexuelle par un partenaire sexuel séropositif et transmission non sexuelle, lors de la consommation de drogues injectables, par le biais de pratiques traditionnelles ou non exigeant l'incision de la peau avec des lames de rasoir contaminées, comme la mutilation génitale féminine ou la scarification rituelle, ou lors de procédures médicales telles que des interventions chirurgicales ne respectant pas les procédures de prévention des risques infectieux, d'injection et de transfusion sanguine. Cette diapositive propose une visualisation sous forme de graphique de la répartition chez les adolescents africains du mode de contraction de l'infection du VIH en comparant le mode de transmission périnatale au mode de transmission sexuelle. Parmi les jeunes d'Afrique subsaharienne de 15 à 19 ans, on estime qu'un tiers des filles séropositives et deux tiers des garçons séropositifs ont contracté l'infection à VIH de manière périnatale. Commençons par résumer les informations clés de l'OMS sur les définitions, le diagnostic et la divulgation de l'état médical en ce qui concerne les patients adolescents. L'OMS définit un adolescent comme une personne âgée de 10 à 19 ans inclus. Dans certains contextes, toutefois, les individus âgés de 15 à 19 ans sont considérés comme des adultes. Les services de dépistage, de prévention, de traitement et de soins du VIH devraient être accessibles aux adolescents appartenant à toutes les catégories susmentionnées. L'OMS recommande que les adolescents séropositifs soient informés des avantages et des risques potentiels d'une divulgation de leur état médical et qu'ils se sentent en confiance et soutenus pour déterminer si, quand, comment et à qui ils divulguent leur statut séropositif. L'OMS définit en outre la disponibilité des services de dépistage du VIH en lien avec les traitements et soins préventifs en fonction du type d'épidémie de VIH. Dans les épidémies généralisées de VIH, ces services devraient être offerts à tous les adolescents et, dans les épidémies concentrées,
il devrait être accessible à tous les adolescents. Passons maintenant au principe des services de santé adaptés aux adolescents et à la manière dont ils sont appliqués aux services de santé spécifiques au VIH. Comme indiqué dans l'introduction de ce module, les adolescents se heurtent à des obstacles importants à l'accession aux services de traitement et de soins de l'infection par le VIH, ainsi qu'à leur observance. Il a été prouvé que la mise en place de services de santé adaptés aux adolescents améliorait les statistiques en matière de santé publique, ainsi que l'utilisation et la recevabilité de ces services par les adolescents, y compris ceux vivant avec le VIH. L'OMS recommande que des services de santé adaptés à la prise en charge et à la prévention de l'infection par le VIH chez les adolescents soient développés chaque fois que possible, en mettant un accent particulier sur le soutien à l'observance et à la prévention contre l'arrêt des soins. Les services de santé adaptés aux adolescents doivent présenter les caractéristiques suivantes, comme le définit l'OMS. Ils doivent être équitables et accessibles et permettre à tous les adolescents, et pas seulement à certains groupes, d'obtenir les services de santé dont ils ont besoin. Ils doivent être acceptables et adéquats, de manière à répondre aux attentes et aux besoins d'une clientèle adolescente. Enfin, ils se doivent d'être efficaces, et les services fournis se doivent d'être dispensés de manière optimale, de manière à apporter une contribution positive à la santé des adolescents. Le cadre de qualité des soins promulgué par l'OMS recommande les considérations suivantes pour les programmes visant les adolescents vivant avec le VIH. Établir des liens et des voies de recommandation entre professionnels de santé pour assurer un continuum complet de soins, y compris pour faciliter la transition d'un patient d'un service de pédiatrie à un service de traitement de VIH pour adultes. Garantir la formation des personnels de santé et les opportunités de développement personnel en matière de traitement et de soins du VIH chez les adolescents. Engager ensemble les prestataires de services, les adolescents et les principaux intervenants du secteur pour identifier les services et activités adéquates et exécutables. Mettre en œuvre des approches spécifiques et adaptées aux adolescents dans tous les services liés au traitement du VIH. Répondre aux besoins et prendre en compte la vulnérabilité des adolescents appartenant aux populations clés. Cette prochaine section couvre les recommandations sur le traitement antirétroviral chez les adolescents. Les recommandations de l'OMS pour la mise en place et le suivi de thérapies antirétrovirales chez les adolescents sont exactement les mêmes que pour les adultes. Depuis 2016, l'OMS recommande d'instaurer une thérapie antirétrovirale chez tous les adolescents vivant avec le VIH, y compris les femmes enceintes et allaitantes, quel que soit leur stade clinique ou leur taux de CD4. En outre, l'OMS recommande en priorité de mettre en place une thérapie antirétrovirale pour toute personne atteinte d'une infection clinique par le VIH grave ou avancé, stade clinique 3 ou 4 comme défini par l'OMS, et toutes celles dont le taux de CD4 est inférieur ou égal à 350, si connu. L'alignement sur les critères d'initiation des thérapies pour les adultes simplifie la programmation et élargit la couverture des thérapies antirétrovirales en créant des opportunités de faire participer les adolescents vivant avec le VIH aux soins qu'ils reçoivent. Quel traitement antirétroviral commencer chez l'adulte et l'adolescent? En juillet 2019, l'OMS a mis à jour ses recommandations concernant les schémas thérapeutiques antirétroviraux de première et de deuxième ligne. Les nouvelles recommandations s'appuient sur des données évolutives concernant l'innocuité et l'efficacité, ainsi que sur l'expérience programmatique acquise dans le cadre de l'utilisation du dolutegravir chez les femmes en âge de procréer et l'utilisation des doses de 400 mg d'efavirenz chez les femmes enceintes et chez les personnes co-infectées par la tuberculose. Le dolutegravir, en association avec un INTI, inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inversée, est recommandé en début de TAR comme le traitement de première ligne de choix chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIH. L'efavirenz à faible dose, EVFV 400 mg, en association avec un INTI, est recommandé comme traitement alternatif de première ligne chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIH lors du début du TAR. Les situations spéciales dans lesquelles d'autres traitements peuvent être envisagés incluent la non-disponibilité de médicaments de première ligne préférés et alternatifs, et l'utilisation d'un inhibiteur de protéase rehaussée à la place de l'efavirenz, si la prévalence nationale de résistance à l'efavirenz ou à la névirapine avant le traitement est d'au moins 10% et qu'aucune autre alternative n'est disponible. Le TAF peut être considéré comme une alternative au TDF pour les personnes atteintes d'ostéoporose établie et ou
d'une fonction rénale diminuée. L'exposition au dolutegravir au moment de la conception a été associée à un risque accru de naissance avec malformation du tube neural chez les nourrissons. Une contraception efficace doit être proposée aux femmes adultes et aux adolescentes en âge de procréer ou susceptibles de recevoir le dolutegravir. Le dolutegravir peut être prescrit aux femmes adultes et aux adolescentes en âge de procréer ou susceptibles de le devenir, qui ne souhaitent pas devenir enceintes ou qui n'utilisent pas ou n'ont pas accès à une contraception systématique et efficace, si elles ont été pleinement informées de l'augmentation potentielle du risque de malformation du tube neural chez les nourrissons, de la conception et jusqu'à la fin du premier trimestre. Si les femmes n'identifient leur état qu'après la fin du premier trimestre, le dolutegravir doit être instauré ou poursuivi pendant la durée de la grossesse. Les schémas thérapeutiques contenant 400 mg d'efavirenz et 600 mg d'efavirenz sont comparables en termes de capacité de suppression de la charge virale. L'efavirenz à 400 mg est mieux toléré que l'efavirenz à 600 mg, avec un risque moins élevé d'arrêt du traitement. Il est attendu que l'efavirenz 400 mg soit aussi sûr pour les femmes enceintes que l'efavirenz 600 mg. Les études pharmacocinétiques et pharmacodynamiques suggèrent que les concentrations médicamenteuses diminuent légèrement avec l'efavirenz 400 mg, mais restent dans la fourchette thérapeutique tolérée et qu'il est peu probable que leur efficacité soit réduite. L'efavirenz 400 mg peut être co-administré avec les schémas thérapeutiques antituberculeux contenant de la rifampicine, est bien toléré et les concentrations plasmatiques sont maintenues au-dessus des niveaux jugés efficaces. Veuillez noter qu'il n'est pas conseillé d'utiliser l'efavirenz 400 mg et l'efavirenz 600 mg dans des environnements qui montrent des niveaux élevés récurrents de résistance aux médicaments anti-VIH avant le traitement. Les recommandations de l'OMS concernant les options de séquençage des premiers et deuxièmes régimes antirétroviraux pour adultes et adolescents sont résumées dans ce tableau. Pour les adultes et les adolescents qui ont commencé le traitement par tenofovir plus 3-TC ou FTC plus dolutegravir, le deuxième schéma thérapeutique devrait être l'AZT plus 3-TC plus un inhibiteur de la protéase rehaussée par ritonavir, soit l'atazanavir ou le lopinavir. Pour les adultes et les adolescents qui ont commencé le traitement par tenofovir plus 3-TC ou FTC plus efavirenz, le schéma thérapeutique de deuxième ligne devrait être l'AZT plus 3-TC plus le dolutegravir. Les schémas posologiques de deuxième ligne sont énumérés dans la dernière colonne. Des études ont montré que, par rapport aux personnes qui attendent de commencer un traitement anti-VIH, les personnes qui commencent un traitement antirétroviral le jour même du diagnostic ont plus de chances d'être associées aux soins, plus susceptibles de continuer à suivre leur traitement et plus susceptibles d'obtenir la suppression de leur charge virale. De nombreuses villes à travers le monde ont décidé d'instaurer la mise en place du traitement le jour du diagnostic, notamment Melbourne, New York et San Francisco, tandis qu'un processus d'initiation plus rapide et plus élargi a été mis en place en Ouganda et au Lesotho. L'OMS recommande qu'un début rapide de traitement antirétroviral soit proposé à toutes les personnes vivant avec le VIH, y compris les adolescents, à la suite d'un diagnostic confirmé du VIH et d'une évaluation clinique. Une mise en place rapide est définie comme ayant lieu dans les 7 jours suivant le diagnostic du VIH, en prenant note que la prise en charge des personnes atteintes d'une infection par le VIH à un stade avancé devrait être prioritaire. L'OMS recommande en outre que l'initiation au traitement antirétroviral soit proposée le jour même aux personnes prêtes à le commencer. La mise en place le jour même du traitement doit être dans tous les cas sur une base volontaire. L'observance par les patients de leur programme de traitement antirétroviral est un défi majeur dans tous les contextes et à travers toutes les populations, en particulier parmi les jeunes adolescents. De nombreux facteurs peuvent jouer un rôle dans la perte de suivi, notamment la distance qui les sépare des établissements de santé, l'absence de moyens de transport ou l'incapacité de couvrir les frais de déplacement, les problèmes liés à la stigmatisation et à la divulgation de leur statut médical, ainsi que l'incompréhension de la nécessité des soins tout au long de leur vie. Pour maximiser le taux de poursuite de traitement, l'OMS considère les services de soutien mis en place par la communauté, y compris les clubs d'observance, les groupes de défenseurs des droits de patients et une délivrance différenciée des prestations de services comme indispensables. Les services de soutien mis en place par leurs pairs ont un impact particulier sur les adolescents.
Nous verrons deux exemples dans cette diapositive et la suivante. Cette première diapositive décrit l'impact du programme de mobilisation par des pères adolescents, Opération Triple Zéro au Kenya. Ce programme implique des adolescents et des jeunes vivant avec le VIH dans les clubs de l'opération Triple Zéro, où ils reçoivent une formation d'alphabétisation complète axée sur le traitement du VIH et deviennent capables de gérer de manière autonome leur santé. En outre, les adolescents s'engagent en faveur du simple objectif des 3 zéros, zéro rendez-vous manqué, zéro médicament manqué et zéro charge virale. L'observance autodéclarée à travers les différents programmes de l'opération est passée de 88% en octobre 2017 à 96% en février 2018 et les taux de suppression virale ont augmenté de manière significative dans les 6 mois suivant l'adhésion, comme illustré dans cette diapositive. Le programme Zwandire au Zimbabwe est ici le deuxième exemple. Ce programme encourage le développement d'un système de soutien géré par des pairs suivant des soins dont la délivrance est différenciée et vise des adolescents et des jeunes vivant avec le VIH âgés de 6 à 24 ans. Les aidants communautaires pour le traitement des adolescents, CATS, sont des jeunes séropositifs âgés de 18 à 24 ans qui travaillent entre les centres de santé et les foyers accueillant des jeunes vivant avec le VIH pour promouvoir l'utilisation accrue de méthodes de dépistage, la création de liens sociaux, l'adhésion au traitement et son observance, ainsi que le développement de services liés à la santé sexuelle, reproductive et mentale. Ces militants appartenant à la communauté et qui aident les jeunes vivant avec le VIH travaillent avec des établissements de santé supervisés par le ministère de la Santé et travaillent en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux, les agents de santé basés au sein de la communauté et les cliniciens, en aidant les jeunes vivant avec le VIH grâce à une gamme complète de services. En même temps, ils agissent comme des modèles positifs et renforcent ainsi les réseaux de protection sociale déjà existants. Avec l'accroissement du taux d'enfants et d'adolescents infectés par le VIH qui survivent jusqu'à l'âge adulte, la transition de ces jeunes patients vers des soins pour adultes devient une priorité pour les services de santé. Pour les adolescents vivant avec le VIH, la transition est le déplacement délibéré et planifié des patients traités au sein de services pédiatriques axés sur l'enfant ou spécialisés, le cas échéant, aux adolescents, vers des services destinés aux adultes. L'objectif principal de la transition vers des services pour adultes est de permettre aux adolescents de développer les capacités et la confiance nécessaires en eux-mêmes pour être autonomes et assurer le suivi de leurs soins de manière responsable. La transition peut également s'opérer au sein de services familiaux complets, d'un prestataire à un autre, ou lorsque le même prestataire adopte des approches différentes qui prennent en compte l'évolution des capacités et des besoins de l'adolescent. Un bon processus de transition aide les adolescents à acquérir des connaissances et des compétences pour la vie afin de réduire les comportements à risque qui peuvent nuire à l'observance du traitement et au suivi des soins. La transition doit être soigneusement planifiée et gérée en tenant compte des besoins médicaux, psychologiques et sociaux de l'adolescent. Une transition soigneusement planifiée prend en compte l'évolution des besoins développementaux, médicaux, émotionnels, éducatifs et sociaux qui peuvent varier en fonction du moment et du mode d'infection de l'adolescent vivant avec le VIH. La transition peut être difficile. Les adolescents peuvent être anxieux à l'idée de quitter la sécurité des services pédiatriques et le confort d'une relation de dépendance à un personnel soignant familier, ou par l'idée de devoir coopérer avec des cliniques ou des fournisseurs de soins du VIH inconnus. Les parents et les personnes qui s'occupent de l'enfant peuvent ne pas vouloir se séparer des adolescents dont ils ont la charge, parce qu'ils ne sont pas sûrs de la capacité de leur enfant à être autonome et capable de comprendre sa maladie, ou ils peuvent craindre que son statut médical soit davantage révélé. Cette hésitation de la part des parents, des dispensateurs de soins et même des prestataires de soins de santé à encourager l'autonomie d'un adolescent peut entraîner des changements brusques et déstabilisateurs dans les soins prodigués à l'adolescent, ce qui a souvent un effet négatif sur l'observance du traitement et le suivi des soins. Il est utile à ce stade de souligner les défis particuliers que rencontrent les adolescents appartenant aux démographiques visées. Ces adolescents et les jeunes ont un risque significativement élevé de contracter le VIH. Ils sont encore plus vulnérables que les groupes plus âgés aux infections sexuellement transmissibles et à d'autres problèmes de santé liés à la reproduction et à la sexualité. Les obstacles politiques et juridiques liés à l'âge du consentement, en particulier chez les moins de 18 ans,
empêche l'accès à la gamme de services fournis aux populations clés, tels que le dépistage, les centres de conseil et les programmes visant à réduire les risques. Les adolescents des populations clés sont confrontés à plus de stigmatisation, de discrimination et de violence que les patients âgés, et sont soumis à une plus grande disparité des rapports de force lors de relations sexuelles. Il est donc primordial d'adopter pour les services VIH pour adolescents des approches compétentes, interactives et participatives qui sont adaptées aux besoins des adolescents des populations clés. Les approches en ligne et les méthodes de sensibilisation itinérantes par les pairs sont particulièrement indiquées pour les adolescents des populations clés. Les approches communautaires pour améliorer l'observance et le maintien du traitement mentionnés plus haut peuvent également être adaptées aux besoins des adolescents dans les populations clés. Les groupes de soutien et les espaces dans lesquels les gens se sentent à l'aise sont des canaux d'intervention particulièrement efficaces pour améliorer l'estime de soi et réduire l'autostigmatisation dans cette sous-catégorie vulnérable. Enfin, concernant les obstacles liés à l'âge qui empêchent les adolescents d'accéder à des services complets de lutte contre le VIH, il sera nécessaire chaque fois que possible de réexaminer les politiques relatives à l'âge de consentement. En conclusion, examinons les recommandations sur l'infection par le virus du papillome humain et cancer du col utérin en ce qui concerne les adolescentes vivant avec le VIH. Les femmes et les filles vivant avec le VIH présentent un risque élevé de cancer du col utérin. Quel que soit l'âge, le dépistage du cancer du col de l'utérus est recommandé chez toutes les femmes et les filles dès le diagnostic du VIH. L'OMS recommande le vaccin contre le VPH pour les filles âgées de 9 à 13 ans, y compris celles vivant avec le VIH, et devront recevoir les 3 doses du vaccin. En conclusion, réfléchissons au contenu partagé dans ce module à partir de vos perspectives personnelles et professionnelles. Prenez quelques minutes pour réfléchir aux questions suivantes. Quelles sont les caractéristiques, comme le définit l'OMS, des services de santé adaptés aux adolescents? Existe-t-il une différence entre le traitement antirétroviral recommandé par l'OMS pour les adolescents et celui pour les adultes? Qu'est-ce que la transition et pourquoi est-ce important? Quels sont les besoins spécifiques des adolescents des populations clés? Les filles vivant avec le VIH doivent-elles être vaccinées contre le VPH? Cela conclut le module de formation sur les soins et le traitement du VIH chez les adolescents. Merci pour votre participation. Vous pouvez maintenant quitter la présentation.